Aujourd'hui, nous allons parler d'un cinéaste britanno-nigérian. Britanno? Non, j'invente, il n'est pas du tout britannique. Si, Britanno-nigérian. Britanno-nigérian, Oui. tout à fait. Et vous êtes en droit de cliquer sur s'abonner sur la plateforme de podcast pendant les 5 secondes qui suivront, puisqu'il y a un générique. Générique? Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Si vous n'avez pas eu le temps de vous abonner pendant le générique, vous pouvez le faire maintenant. Ça vous occupera les doigts pendant que l'on parle. Aujourd'hui, nous allons parler de Un jour avec mon père. Eh oui. Dans son titre original bien plus beau, My Father's Shadow. Ouais, magnifique. L'ombre de mon père. Ouais. C'était beaucoup mieux. Pourquoi ne pas l'avoir appelé L'ombre de mon père? Bref. De Akinola Davis Jr., coécrit avec son frère, Wale Davis pas Junior du coup. Wow. Puisque Oui. Akinola porte le nom de son père, Oui. du coup, qu'il n'a jamais véritablement connu. Akinola. Oui. Quel prénom incroyable. Bien sûr, c'est super. C'est que tu peux, bien sûr, en diminutif, c'est Akin. Enfin, c'est trop bien. Ça tue. J'adore. Très beau prénom. Voilà. Très bonne idée. Mais donc, le premier long métrage donc, de Akinola Davis Jr., qui avait réalisé quelques courts métrages que je n'ai pas eu le temps de voir. Non, j'ai pas vu non plus. Ouais. On a un programme très très chargé sur Drapeau Rouge. Oh oui, Vraiment. là, on va vous. Abonnez-vous parce que les prochaines semaines, faudra pas rater. Oui. On vous parlait d'horizontalité la dernière fois. Là, il y aura de tout. Ah oui. Oh voilà, oui, là, c'est vrai que là, on va. Il y en aura pour tout le monde. On va parler du cinéma dans son manteau le plus épais. Voilà, c'est une expression que j'invente, je l'aime bien. Vous la gardez ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, on se focus sur ce film, L'ombre de mon père, du coup, Un jour avec mon père, puisque déjà on l'a beaucoup aimé. On va pas faire de suspense là-dessus. Le film est incroyable. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment adoré le film. On a vraiment adoré le film. Ouais. Donc on vous recommande d'aller le voir. Si vous ne l'avez pas vu, parce que j'ai accès aux chiffres du box-office. Au dimanche soir, on était à 30 000 entrées, ce qui est quand même très peu. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un film qui se spoil. Non. Donc justement, on peut donner du contexte. Ça peut être intéressant de l'écouter sans l'avoir vu cet épisode, parce que justement, si ça peut vous donner envie. Ça peut vous donner envie, on l'espère en tout cas. Voilà. Il était présent à Cannes. Oui. À certains regards, et il a eu la mention spéciale. Il n'a pas eu la caméra d'or. Mention spéciale de la caméra d'or. Ouais. Et il n'a pas volé. Parce que apparemment l'année dernière, c'était le prix spécial, c'était la spécialité à Cannes, parce qu'il y a eu Résurrection qui avait eu le prix spécial, la palme spéciale. Il y a eu la caméra d'or cette année-là. On a traité du film dans Drapeau Rouge, le podcast cinéma. C'est quoi déjà Le gâteau du président. Ah oui, c'est vrai. Qui a eu la caméra d'or. Oui, c'est vrai, ok. Bien. Oui. Mais... C'était mieux de le donner à Un jour avec mon père. S'il fallait choisir. Oui. Je sais pas qui étaient les personnes du Géogas. Non, je sais plus qui était qui. Mais ok. On va les appeler, on vous tient au courant. En tout cas, auditeurs, auditrices de Drapeau Rouge, merci d'être là. On va se lancer tout de suite dans le film. Ouais. Déjà, donc, Akinola Davis, j'avais dit qu'il a réalisé quelques courts-métrages. À la base, il était DJ. Il était DJ, donc il n'était pas du tout réel. Mais ce qui explique aussi qu'il a une attache particulière au sound design dans ses films, c'est quelque chose de très important pour lui, et là dans le film ça s'entend vraiment de fou. L'ambiance musicale, on va parler de la BO, mais au-delà de ça, l'ambiance musicale, ça joue, enfin bref, on en parlera plus tard, mais donc DJ devenu réalisateur, il traînait un petit peu dans les endroits cool. Il n'a pas fait d'école de cinéma, ou autre chose comme ça, il a essayé d'aider sur des tournages, il a fait beaucoup de métiers dans le domaine du cinéma, il a été au son, il a fait beaucoup de choses avant de vraiment être à la caméra. Tout à fait. Et donc là, il réalise son premier long métrage. Ouais. Le film, comme on dit, se fait plutôt bien, un plutôt bel accueil. Après, ça reste un petit film. Bah oui, donc, ça reste un petit film. Mais en tout cas, il reste, il arrive avec une nouvelle, c'est une nouvelle voix VOX en tout cas qui s'annonce dans le cinéma. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau, une fraîcheur. J'en avais pas parlé ici. On n'avait pas parlé de Indomptable de Thomas Gijol qui était tourné au Cameroun. Donc là, Un jour avec mon père est tourné au Nigeria. Et
mais je sais plus où est-ce que j'en avais parlé. Mais moi, déjà, premier truc qui me plaît dans le film, c'est qu'on est dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma occidental. Déjà, c'est important. Déjà, donc, une découverte d'une nouvelle nature, de nouveaux paysages, de la ville. La ville Lagos, qui est donc la capitale du Nigeria, qui est vraiment filmée magnifiquement, où on est vraiment dans le chaos de la capitale, dans l'énergie de la ville, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui font des trucs, la nourriture. En fait, j'aime vraiment beaucoup comment il a filmé la ville, tout simplement. Ouais. Ah oui. Et déjà, ça, c'est important, cette attache qu'il a au lieu où il filme. Très, très important dans ce long métrage. Et vraiment, ça m'a mis dedans directement. Ouais. J'avais un peu peur au début, avant d'aller voir le film, du côté un peu film nécessaire et important. Ah oui, non mais oui, c'est... il faut aller voir parce que voilà, ça nous montre la diversité, il faut aller soutenir le cinéma. Et j'avais peur que le film ne soit juste ça et au final pas très intéressant cinématographiquement, mais en fait le film est exceptionnel. Justement, donc je parlais de ça, la façon dont il filme la ville, c'est incroyable. Je parlais du sound design, donc du coup ça va être autant le bruit de la ville que dans la BO. En fait, on sent que quelque chose va se passer, puisqu'on l'a pas dit, mais le film se passe au début des années 90 au Nigeria. 93, au moment où va y avoir un coup d'État. Un coup d'État. Des élections vont être annulées. Voilà. Ouais, ça va être. Oui, il y a des élections, mais finalement elles sont annulées. C'est un peu le chaos. C'est totalement le chaos. Et du coup, on suit 2 enfants qui vont passer une journée avec leur père, qui eux habitent loin de Lagos. Ils habitent dans les. D'ailleurs, on voit au début du film, ils sont donc dans leur village et ils mettent énormément. C'est déjà un périple pour arriver à Lagos. On n'est pas sur le Grand Paris, il n'y a pas encore... Non. Là, il faut prendre un bus, et le bus s'arrête parce qu'il n'y a plus d'essence. Ouais. Donc, il faut faire du stop en espérant que quelqu'un te prenne. Et ça met vraiment beaucoup de temps à atteindre la ville. Et donc, on va suivre ces 2 enfants qui vont passer cette journée avec leur père, dont on comprend eux-mêmes. En fait, ce qui est intéressant, on est du point de vue des enfants. Le réalisateur et le frère avec qui il coécrit le film racontent leur vie réelle. Ouais. Donc c'est un peu les souvenirs de leur père. Enfin, semi-réel. Enfin, ils ont Bien pas... sûr. Mais oui. Non, mais en tout cas, le truc qui est vrai, qui est similaire dans le film et dans la réalité, c'est qu'ils ne connaissaient pas vraiment leur père. Oui, tout à fait. Et qui est mort jeune aussi. Il est mort très jeune. Et donc, on va les voir... les informations qu'on aura sur le père vont nous être filées au compte-gouttes et ne vont jamais être explicitées. C'est-à-dire que c'est que des choses qu'on voit à travers les yeux des enfants. Et ça, c'est incroyable aussi. Cette façon d'écrire le personnage du père. De toute façon, il y a un truc sur l'écriture. Encore une fois, c'est écrit, c'est coécrit avec son frère. Oui. Et j'ai beaucoup aimé dans son frère qui est musicien et poète. Et j'ai beaucoup aimé dans une interview Akinola David Jr. qui dit que son frère, il vient plus du monde du coup de l'écrit. Et lui, il vient plus de celui de l'image. Et c'est se complète parfaitement. Et sur la relation avec le père, il dit aussi qu'ils ont eu des relations différentes avec leur père. Et qu'ils n'avaient pas les mêmes souvenirs ou les mêmes attachements. Enfin, ils n'avaient pas les mêmes relations avec le père. Donc sur l'écriture, ils se sont apparemment pris la tête sur certains points. Machin. De ce que j'ai compris, alors je sais plus lequel, il y en a un des deux qui était beaucoup plus... qui prenait plus leur père comme quelqu'un de bien, enfin je sais pas comment dire, et l'autre un peu moins. Mais voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais surtout que tout le long du film, en fait, ce qui rend le personnage du film du père aussi intéressant et fascinant, c'est que justement, ce bruit est catastrophique. Arrêtez de découper des trucs. Arrêtez. Ce qui rend le personnage du père intéressant et fascinant dans le film, c'est que justement, il est le personnage... Enfin, j'allais dire sombre, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il est trouble. Oui. C'est-à-dire qu'on connaît pas vraiment sa vie. On comprend qu'il a peut-être une relation extra-conjugale.
On comprend que au travail, ça va peut-être pas bien. Qu'il est peut-être engagé politiquement. C'est ça, mais on a l'impression qu'il est quand même très connu par les activistes. Donc on se dit, est-ce qu'il a fait même ce moment vers la fin où il y a ce contrôle policier où le militaire croit le reconnaître ou le reconnaît et dit non, je t'ai vu. Ah, j'ai oublié la ville. Oui, j'ai oublié la ville aussi. Oh mince. Mais c'est, oui, en fait, une semaine avant la journée le film, il y a eu un massacre dans une ville au Nigeria. Suite à des manifestations, l'armée a tiré à vue. Et donc, ce que l'on comprend à la fin du film, c'est que le père aurait été présent à ce moment-là. C'est ça. Enfin, parmi les manifestants, évidemment. Et ce qui est intéressant sur ça, c'est que ça montre aussi comment la propagande d'État essaye de faire croire qu'il s'est rien passé. Ils disent il n'y a eu aucun mort. Et donc, du coup, à la fin, quand il y a ce contrôle où le mec dit je le reconnais, il était là-bas, son collègue lui dit c'est impossible qu'il soit là-bas puisque personne n'est sorti vivant. Donc, ça montre aussi comment l'autoritarisme à ce moment-là du gouvernement nigérian en place était installé. Et malheureusement, c'était comme ça dans beaucoup de pays en Afrique. Ouais, bah oui. Et au Nigeria, ça n'a cessé. Encore une fois, post-colonialisme. Catastrophique. Voilà. Et le Nigeria, en plus, n'a cessé d'avoir des coups d'État. Bah oui. Bah, il y a eu en 83 déjà. Dans les années 70. Ouais. Parce que quand j'ai vu le film, je cherchais. Je voulais lire un livre sur. Je cherchais des bouquins qui parlaient de cette époque-là pour approfondir un peu. Et en fait, chaque livre que je trouvais, c'était une époque différente. C'est-à-dire un coup d'état différent. Et d'ailleurs, j'ai lu dans une interview de Akinola, du coup du cinéaste, qui disait que ce qui s'est passé. Alors, le coup d'état de 93, apparemment, c'est vraiment le plus important. Ouais. Mais tout ce qui s'est passé dans les années 90, c'était pas si bien documenté. Bah non, ouais. Alors que ce qui se passait avant ou après, ça va, mais 90 et ce moment-là, c'est vraiment très peu documenté en fait. Et que le coup d'état de 93 n'est même pas. Ils en parlent même pas à l'école au Nigeria. Ok. Donc c'est quand même c'est pour ça que c'est l'importance de. J'ai aussi vu dans une interview où il disait que lui, ce qu'il voulait faire, c'était créer des archives. Et d'ailleurs, c'était ce qu'il disait. Je crois il disait ça aux gens. Il disait notamment aux populations africaines, aux gens qui vivent en Afrique ou qui ont des familles afro-américaines ou enfin bref de descendance africaine quoi. Il disait archiver. Filmez vos familles, filmez vos villes, filmez. Et lui, c'est ce qu'il fait en fait. Et parce que effectivement, en fait, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et du coup, on a des outils en main maintenant pour pouvoir contester cette fausse histoire écrite par les vainqueurs et pour dire non, c'était comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il fait avec son film en montrant déjà dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, la ville, les lieux, les relations entre les personnages, les manifestants, l'amour qu'ils ont entre eux. Ça, c'est hyper intéressant. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que ça va au-delà du cliché du père africain qui abandonne sa famille, qui est très froid, qui est très vieux. Au début, quand le père arrive, on a l'impression que ça va être ça, quelqu'un de très distant. Il arrive et dit oui, amène-moi un verre d'eau. Il est un peu autoritaire, un peu énervé, quoi. En plus, on comprend très vite que les enfants l'ont pas vu depuis un certain temps. C'est ça. Oui. Et en fait, petit à petit, dans le film, il va s'ouvrir et il va être très proche de ses émotions. Et il va pas avoir peur, justement, d'avouer, de se montrer vulnérable, en fait. Ouais. Ce qui est ultra touchant, notamment porté à son climax dans la séquence à la plage, qui est pour moi une des plus belles séquences du cinéma de ces dernières années. Qui commence avec un plan que je trouve merveilleux, où ils arrivent derrière un bateau désaffecté, échoué sur la plage. Il y a un plan similaire qui est très beau dans Blade Number One de Rabah Mirzaïmesh. Et déjà, quand j'ai vu cette image, je tout de suite dit oui, cette séquence. Déjà, ce film, c'est grand. Mais cette séquence va être très longue aussi. Mais ça n'a pas. Déjà, esthétiquement, c'est fou. C'est super beau, on n'a pas dit, mais le film
Le film est tourné en pellicule, je crois que c'est tourné avec une caméra 16 mm. Ouais, non, mais c'est magnifique. Donc on a vraiment... et puis avec une vraie... c'est pas juste on a pris de la pellicule pour faire joujou, pour faire un truc un peu beau. Là, on a vraiment des images qui sont à couper le souffle, qui sont sublimes. Et la séquence sur la plage, donc l'éclairage aussi. Et il s'est beaucoup inspiré notamment du travail de Malik Saïd, qui était le directeur photo de Spike Lee à l'époque de Clockers, Girl 6, et qui a fait aussi, qui a travaillé beaucoup pour le hip-hop, notamment Belly, qui était ce film avec DMX et Nas. Ah oui, ok. Et qui a fait aussi le film Lemonade de Beyoncé. Ok. Donc où on a ces éclairages, et justement cet éclairage des peaux noires, très particulier, et qui est différent, parce qu'en fait c'est vrai que ça a été un sujet pendant longtemps dans le cinéma, vu qu'il y avait très peu d'acteurs afro-américains, enfin qu'il y avait très peu d'acteurs noirs tout court, mais là je parle du cinéma américain, anglo-saxon, c'était que du coup on se posait pas la question de comment éclairer une peau noire, alors que un acteur noir et un acteur blanc, ça s'éclaire pas de la même manière, ça reflète pas la lumière de la même façon, et du coup... Donc, à travers le travail de Spike Lee aussi, qui a beaucoup œuvré justement à mettre au premier plan des personnages noirs et à les magnifier, à les montrer beaux, etc. Donc, qui ont découvert qu'il y avait plusieurs façons. Déjà, il y a plusieurs types de peau, il y a plusieurs façons de les éclairer. Et ça a été après continué par, je trouve magnifiquement, dans les films de Barry Jenkins. J'ai dit le nom de Marshall Ali dans Moonlight parce que son personnage est incroyable, mais dans les films de Barry Jenkins, justement, Moonlight et Beale Street, où on a aussi une réflexion sur comment éclairer, où pareil, on a des gros plans incroyables. Et là, je trouve que c'est dans cette continuité-là, et même jusque la séquence de la plage m'a fait penser à ça, puisque ça m'a rappelé un peu la séquence à la plage de Moonlight, oui. Où on a aussi ce contraste entre un homme noir, la mer bleue, le ciel bleu, la plage. Enfin, j'ai eu beaucoup de... Ça m'a beaucoup parlé. En plus, je suis un amateur de scènes de plage en général, parce que j'adore... Tu es un homme de la plage. Je suis un homme de la mer, moi, je suis... C'est toi qui habites à Poisson, mais c'est moi qui suis constamment dans l'eau. mais voilà, je trouve, visuellement, c'est incroyable. Et j'ai noté le nom du chef-op c'est son premier... c'est Jermaine Edwards. C'est son premier taf de chef-op sur un gros film. Avant ça, il avait bossé sur l'image de Bronson, notamment de Refn. Donc il était un peu... Et là, c'est la première fois qu'on lui file un gros rôle, et je trouve ça incroyable. Et j'espère qu'on va voir plus souvent des films éclairés et filmés par ce mec-là, parce que c'est fou. On le souhaite. Oui. Mais Et sur cette séquence, on peut y rester, parce que... Donc il y a cette discussion avec le père, donc entre le père et le fils, où le père lui confie une histoire de sa jeunesse, où il parle d'un frère à lui qui est décédé très jeune, et qu'il lui raconte cette histoire complètement folle, où un jour une femme se tourne vers lui et lui dit votre frère est triste parce que vous l'oubliez, et il demande à ce que vous donniez son prénom à l'enfant qui est actuellement dans le ventre de votre femme, quoi. Donc il y a un truc très mystique autour de ça. Et du coup, Akin, qui est le prénom, c'était Akin. Ouais, c'est ça. Et donc, et je pense que Akinola. C'est ça, Akinola. Et donc là, il y a une mise en abîme aussi, qui raconte un peu sa propre histoire, et toute cette importance de la mémoire intergénérationnelle, et de ces personnages oubliés. Au final, ce mec, c'était s'il faut. Le père, c'était peut-être un grand activiste nigérian. On le saura jamais, parce que l'histoire l'a effacé, que lui ne l'a jamais dit à personne, que personne ne l'a jamais filmé, et que tous les témoins en sont fait assassiner. Ouais, c'est ça. D'où la phrase archive your family. Archivez, filmez vos familles, filmez votre quotidien, et filmez la ville, c'est important. C'est important. C'est pour ça qu'on fait les secondes du jour. Tout à fait. Ça fait partie de ça. Bien sûr, mais et le truc, là où c'est important aussi de filmer les lieux, j'ouvre sur un autre débat, sur une autre histoire, mais tu vois, il y a notamment cette manipulation des images qui est de montrer tout le temps les zones de guerre, genre la Palestine, le Liban, etc., comme des tas de gravats. Comme si c'était juste... Donc nous, dans notre inconscient collectif,
Il n'y a pas de vie, c'est juste gris, c'est juste de la terre, c'est juste du gravier, des pierres. Alors qu'en fait, non, avant que ce soit bombardé, c'était une ville avec son architecture, avec sa nature, avec ses couleurs. Tu vois les gens qui font à manger dehors, donc ces lieux de convivialité qui n'existent plus à cause de la guerre et tout. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de filmer. Et pour moi, vraiment, j'ai adoré l'attention qu'il a mis. Je reviens, ça fait 4 fois que je reviens dessus, mais vraiment, pour dire que j'ai adoré cette attention qu'il a portée à filmer la ville de manière précise. Et des fois, il s'arrête, et ça, j'adore quand les films se permettent. Eh oui, mais on l'a déjà dit. Mais oui, mais bien sûr. De s'arrêter dans leur narration. Faites-le. Mais oui. Mais oui. Parce qu'il faut filmer le mec qui est en train de faire cuire les brochettes. Mais oui. Il faut filmer le vendeur de glace qui passe. Il faut filmer le couple qui danse à la terrasse d'un bar. Les gens qui s'engueulent. Parce que c'est ce qu'on voit quand on se promène en ville, donc oui. Exact. Donc oui, il faut le filmer. Et on ressent toute cette énergie dans le film. Et franchement, c'est juste dingue. Ouais, non, c'est un film sacrément intéressant. Déjà dans sa forme, il y a quelques jours que j'ai découvert le film L'usine de rien de Pedro Pino. Ok. Qui est incroyable, exceptionnel. Et je disais par rapport à ça que, alors là c'est plus une citation de Bégodeau parce qu'il l'a dit, mais je me mets totalement d'accord avec lui, que Pedro Pino, avec l'usine de rien, mais aussi avec le couteau, a inventé une nouvelle forme de cinéma. Et bah je pense qu'Akinola Davis Jr. est très nouvelle forme avec ce film. Ouais. Vraiment. Dans tout. Que ce soit esthétiquement ou même le montage. La narration. Il y a tout. Et c'est hyper captivant tout ça. Et il y a... Alors, il y a quelques petits défauts, mais et quelques moments d'académisme. Mais ça, c'est obligatoire. C'est un premier film. Mais j'ai quand même peu de doutes sur la suite de la carrière du bonhomme. Bien sûr. Il y a pas... L'académisme aussi, je le pardonne pour le premier film. Oui, non, mais moi je le pardonne aussi parce que je pense qu'il a envie que le film soit vu. Je pense qu'il a quand même un peu envie que le film soit vu et parlé dans des grands circuits, tu vois. Mais bien sûr. Là où je pense que Pedro Pino, quand il fait Le Rire et le Couteau, déjà à la base ça dure 5 heures. Mais même, je pense qu'il en a rien à faire. Mais même l'usine de rien, ça dure 3 heures et quelques, c'est pas... Alors que là, je pense que Akinola Davis Jr. est vraiment dans une démarche de montrer les images et de vouloir que ça circule, quoi. Ah oui, non mais totalement. Et je trouve que c'est quand même louable parce qu'il n'y a pas de... ça aurait pu être beaucoup plus académique. Oui, mais clairement. Non, mais attention, bien sûr. Oula. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. J'apporte juste cette précision. Mais et il y a une chose qu'on dit souvent, qu'on dit très souvent, mais un cinéaste qui sait faire jouer et mettre en scène des enfants, parce que là, du coup, le film se met vraiment tout le long à la hauteur des enfants. C'est vraiment, on a vraiment ce que les enfants voient et entendent. Ces 2 courts-métrages d'avant, c'était pareil aussi. Et ben, ça démontre toujours qu'on est face à un minimum un grand cinéaste. Mais en plus, il a failli... En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'univers qui l'a forcé à choisir ces 2 enfants-là, qui sont des vrais frères dans la vraie vie. À la base, quand il fait quand il fait le casting, il y a eu une erreur de typo sur les noms de famille, fait que du coup, ils savaient pas que c'était des frères. Ok. Et eux, en fait, c'était les 2 seuls qui étaient amateurs. Tous les autres étaient des acteurs enfants qui avaient déjà joué dans des séries, des films, etc. Et au début, il était pas chaud de prendre des amateurs parce qu'il s'est dit j'ai peur qu'en fait, on fasse le film au bout de 5-6 jours et qu'au bout de 5-6 jours, ils disent qu'ils veulent plus le faire. Et qu'on se retrouve... Donc, je vais pas prendre des amateurs, je vais prendre des enfants qui font le truc et tout. Et le lendemain, il arrive et du coup, l'erreur de typo avait été corrigée. Et il voit que c'est 2 vrais frères. Et t'as sa directrice de casting qui lui dit non, mais il faut qu'on les prenne eux, c'est incroyable, c'est des vrais frères et tout. Et en fait, il s'est rendu compte que sur le jour du casting, les 2, ils étaient hyper impliqués dans le truc et ils s'occupaient un peu des autres gosses. Donc, ils étaient très. Et il s'est dit allez, on y va, quoi. Et du coup, ça rend toujours quelque chose. Les enfants, ils sont incroyables. Ça marche bien, ils sont très incroyables, tout fonctionne. Et j'adore ce truc de vraiment la vision des enfants qui découvrent vraiment la vie de leur père, qui découvrent la vie au travail.
toute l'atmosphère politique autour. C'est ça. Parce que pareil, on peut en parler aussi de l'atmosphère politique vraiment qui est extérieure mais qui est là. Et je trouve que c'est formidablement bien mis à l'écran, tout ça. C'est une tension constante. C'est ça part déjà du truc de l'essence, le bus qui n'a plus d'essence. Et la radio, on entend à la télé, puis les gens qui parlent. Les journaux. Et le père qui commence vraiment à parler en disant ouais bon, l'élection. Et les gens qui tournent autour qui disent oui bon l'élection c'est bon, on l'a gagné en vrai. Ils attendent quelques jours mais on l'a gagné, enfin c'est pas possible autrement. Et il y a un point culminant de ça, c'est la scène quand ils sont au bar là. Ouais. Et qu'ils apprennent, enfin il y a le moment à la télé où il est diffusé à la télé, du coup l'annonce du coup d'état. Ouais. Et là tu vois la colère, là ça pète. Ça pète et ça explose dans toute la ville. C'est intéressant comment c'est traité cinématographiquement depuis le début, c'est que je parlais du sound design, et du coup en fait ces moments où il filme la ville, il y a une espèce de musique, pas une musique mais ouais si une ambiance sonore un peu angoissante, où t'as limite l'impression d'être dans un thriller fantastique où il va se passer tu sens qu'il va se passer un truc, et en fait tout le monde, quand tu connais un petit peu, enfin quand tu connais même pas, en gros, tout le monde sait que l'histoire politique africaine elle est maudite et qu'à chaque fois ça se passe jamais comme prévu, mais quand tu vois tous ces personnages être sûrs, ils disent non mais ils sont en train de recompter mais on a gagné, ça, ils sont en train de recompter, on sait très bien qu'ils vont pas gagner, et du coup on est dans cette tension à se dire mais là il est avec les gosses au cœur du truc, et donc à Lagos on voit que les militaires tirent à vue, et donc du coup on se fait du souci parce qu'on se dit le moment où ça va péter, ils vont se retrouver, et effectivement quand ça pète ils sont au milieu de l'enfer quoi. Et t'entends des fusillades, t'entends des... Et le visage du père au moment de l'annonce, et c'est exceptionnel. Mais quel acteur! Mais bien sûr, mais quel acteur exceptionnel. Il s'appelle Sopé Dirissi. Il est incroyable. Ah oui, oh bah il a... Oui, non, mais vraiment un charisme monstrueux, une fragilité, parce qu'il a quand même, il a un physique, c'est le mec, c'est une caisse quoi. Il est hyper imposant, hyper beau, très... il est là quoi. Mais en même temps, la chemise violette, elle est exceptionnelle. Mais en même temps, il a une fragilité, tu vois, il a un regard mais magnifique, et justement, il y a plein de moments. Bah, la séquence sur la plage, elle est bon. Il survole le truc, c'est une leçon d'acting. Il a même pas besoin de pleurer, il pleure pas. Ah bah non. Voilà, mais ça c'est super. Mais oui, mais bien sûr. Merci de pas mettre de pleurs. Mais oui. Merci. C'est tellement plus intense. Je crois qu'il y a une petite larme ou deux qui coule, mais oui. Il y a pas de, enfin bref, c'est super. Et ce moment-là, ce moment-là dont tu parles, où il voit les résultats d'élection, il y a une incrédibilité, une incompréhension. Et tu sens tout le poids de... Ouais, c'est ça. Bah, tout ce qu'il fait, ça, tu vois qu'il est, du coup, tu te dis enfin, tu l'apprends plus tard, mais même tu sais à travers quelques discussions, qu'il est engagé politiquement, c'est sûr, c'est certain. Je pense qu'il veut essayer de faire que ses enfants soient pas trop là-dedans, donc il en parle pas plus que ça, mais il est là-dedans. Et bien sûr, on sait que c'est un personnage qui est malade, qui a une maladie, on le voit tout au long du film. Pareil, on le sait pas vraiment. On le sait pas vraiment, mais... il saigne du nez. Et il y a des flashs... Quand il saigne du nez, il y a toujours un flashback. Ouais, c'est ça. On se dit, peut-être qu'il s'est pris un coup, et qu'en fait, donc... Et ben, le visage, au moment où il découvre vraiment le coup d'état, enfin, je pense que c'est toute cette bataille qu'il fait pour ses enfants. Ouais. C'est tout un futur qui s'effondre. Ouais, ça se voit sur son visage que c'est une grande chance d'évolution du pays, de machin. Oui, qu'enfin il peut se passer un truc positif. C'est ça. Et c'est exceptionnel. À l'écran, c'est exceptionnel, et bon, bravo. Non, ouais, franchement, incroyable scène, incroyable acteur, et tout ce que ça traite derrière. C'est un film qui est vraiment très réussi, et sur les... Je vais revenir sur les performances aussi des enfants, mais aussi de comment ils distillent les informations. Il y a aussi quand il raconte comment il a rencontré leur mère. Oui. Où tu sens, pareil, encore une fois, l'acteur, mais ça c'est super aussi de pas avoir mis d'image de... Mais oui, de pas avoir, même avec le frère, de pas avoir illustré les histoires que le père raconte, et de rester sur lui
comment il le vit quand il le raconte, comment il le raconte, quels mots il utilise, quelles émotions le traversent quand il parle de tel ou tel moment. Et du coup, tu ressens tout, en fait. Tu le revois plus jeune, tomber amoureux. Tu sens que lui, il a un peu la nostalgie de ces personnages tragiques qui savent que c'est fini pour eux. Ouais, non, mais... Et du coup, moi, ça m'a tellement touché de voir quelqu'un raconter des bons souvenirs comme si c'était les derniers bons souvenirs qu'il allait avoir dans sa vie parce que c'était fini et que derrière, ça allait forcément mal tourner. Soit lui était conscient de sa propre mortalité, soit de la situation politique qui allait empirer et que du coup, il n'y allait plus avoir de place pour l'amour et pour la fraternité. Aussi l'importance qu'il met à ce que les deux frères ne se détestent pas, tu vois, dire il faut que vous vous aimiez, il faut que... Tu vois, ça c'est encore un truc de la masculinité qu'on n'a pas trop... des personnages de père qui accordent de l'importance à l'amour comme ça, tu vois, qui sont pas dans l'autorité, Donc, non, franchement, c'est un des personnages les plus touchants que j'ai vu dans le cinéma récemment, et un film exceptionnel. Et même sur le montage, il y a quand même des idées des fois... T'as l'impression de le voir venir en arrière. Ouais. Il y a la La linéarité. Exactement. et parfois trouble. Ouais. Enfin, quand il y a 2 fois une scène sur le banc là où ils sont... Oui. Ouais, faut qu'on attende ce soir parce que lui il doit toucher son salaire. Mais très parfait ça, ce truc du collègue qui fait que dire mais non mais il va venir ce soir, il va venir ce soir. Ouais. Et quand ils sont au bar, qu'il y a l'annonce du coup d'état, le collègue il dit mais non mais qu'est-ce que tu pensais? Bien sûr que non, qu'il va pas venir. De toute façon en plus regarde le bordel que c'est. Et tout ça c'est coupé alors que c'est la raison principale du pourquoi ils sont dans cette ville aussi longtemps, c'est parce que lui il doit voir son patron pour le soir. Oui, parce qu'il est pas pas payé. Et c'est balayé en une petite phrase à la fin en Ouais. disant bah non mais pourquoi? Évidemment qu'il va pas venir là, personne ne va sortir à ce moment-là. Ouais. Et moi, par contre, j'ai un des petits défauts, c'est, moi, je trouve... Alors, elle est très belle, hein, la séquence de l'enterrement. Ouais. Je trouve que c'est pas nécessaire. Ok. Après, encore une fois, est-ce que... Non, je suis d'accord. Voilà. Elle est faite pour faire pleurer. C'est ça. Elle fonctionne. Elle fonctionne, ça c'est clair. Mais ouais, c'est dommage. En fait, j'aurais bien aimé... Ouais, mais quand même... Ouais, non, c'est vrai. Après, je comprends que tu peux pas vraiment terminer le film sur la séquence d'avant avec le flic, quoique. Ça aurait été fou. En vrai, le moment où il revient dans la voiture avec ses enfants dans les bras, tu peux finir ce film là-dessus. C'est ça. La scène de l'enterrement, c'est dommage parce qu'en plus, encore une fois, tu vois, c'est la 4e ou 5e fois qu'il saigne du nez. Oui, il va mourir. Oui, là... Oui. Oui. Donc, voilà. Mais je trouve que c'est un petit défaut que je lui trouve, c'est d'avoir fini ce film de cette manière. Après, encore une fois, on n'est pas sur... Non. On n'enlève rien à la qualité du film. Rien du tout, et surtout juste un petit mot quand même sur la BO, qui est peut-être oui, non, mais ça... l'une des plus belles BO, encore une fois. Oui. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait... Moi, je suis pas quelqu'un... Je suis pas fan... Je suis pas quelqu'un qui remarque la musique au cinéma. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'intéresse outre mesure. Ok. Et généralement, il y a pas mal de films où même je passe à côté, où je pourrais même pas me souvenir de la musique. Pourtant, j'adore la musique, mais les musiques de films, je sais pas, ça me parle pas trop. Moi, je passe souvent à côté parce que c'est souvent superflu, mais... Oui. Quand ça ne l'est pas et que vraiment il y a... Je parle des compositions originales, hein, je parle pas quand il y a la musique des chansons ou des trucs qui existent vraiment. Parce que oui, c'est vrai que souvent, c'est juste on accompagne l'action. c'est ça, souvent on s'ennuie un peu. Aussi. Mais là, la musique, c'est un personnage à part entière du film, quoi. Ah oui. C'est tellement fou. J'ai noté le nom des... Ils sont 2 à avoir fait la BO. Ok. C'est CJ Mira et Duval Timothy. Et franchement, je l'écoute assez souvent. Et je l'ai pas encore réécouté, mais je vais l'écouter. Franchement, c'est dingue. Et puis, du coup, la scène d'enterrement, elle est certes en trop, mais la musique, elle est incroyable. Par contre, ça oui. La chanson, elle est magnifique. Oui, totalement. Et vraiment tout... En fait, c'est rare de voir des premiers films comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un premier film qui me bouleverse autant, où je vois vraiment un cinéaste arriver. Ouais. Où je me dis, ah ouais, là, il y a un gars qui arrive avec son identité propre, son histoire, des trucs à dire, une nouvelle forme,
Et voilà, c'est là, quoi. C'est devant nous, et je suis trop content d'avoir témoigné de cette naissance, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Ouais. Très intéressant, et on va suivre ça avec bien sûr. Beaucoup d'enthousiasme. Bien sûr, et tu es le bienvenu dans le podcast. Mais bien sûr, bien sûr. Akinola David Junior. Non, c'est... Est-ce qu'on rend l'antenne? Oui, on fait un petit épisode court. Petit épisode court, mais vous inquiétez pas. Mais oui. Parce que très vite... Un épisode très long. Non, il n'est pas si long que ça. Pas si long, un peu plus long que la moyenne, on va dire. Ouais. Vous allez avoir un épisode dans quelques jours, vraiment quelques jours, très peu de jours. Un épisode spécial. Oui. On le dit. Bon, on l'a déjà dit un peu, je crois, dans l'épisode d'avant. Oui, c'est vrai. Bon, un épisode Gaspard Noé. On va faire un spécial Gaspard Noé. Voilà. Parce que voilà, on voulait faire un spécial, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas Gaspard Noé, 7 films. 7, c'est un bon chiffre. Et c'est vrai. c'est un beau chiffre de filmographie. Donc on revient surtout comme d'habitude, hein, vous connaissez si vous nous écoutez. On revient sur tous les films, on discute de tous les films, on fait des classements, on s'amuse. Voilà. Et puis sinon, on reviendra aussi avec un épisode normal le week-end prochain, vous inquiétez pas. Ouais, là les semaines qui arrivent vont être chargées. Ouais, vous allez... Il y aura de quoi faire. Vous allez avoir beaucoup de choses différentes. Enfin, différentes. Beaucoup de cinéma différents. Oui. Et ça va être cool. Vraiment, ça va être cool. Voilà, donc revoyez les films de Gaspard Noé. Ouais. Allez voir des documentaires de Pierre Carl. Allez voir l'affaire Abdallah. Allez voir l'affaire Abdallah, dont on parlera aussi. Tout à fait. Il y aura un épisode. Et allez voir Cocorico. Alors. À la semaine prochaine. Dans quelques jours. À dans quelques jours. Salut. Allez, générique.